Et rebonsoir à toutes et à tous, merci pour celles et ceux qui ont patienté. C'est un petit peu le live de tous les dangers, je vais pas vous embêter très longtemps avec ça. Je suis avec Jérôme ce soir. Coucou Jérôme. Salut tout le monde! Et donc vous êtes bien sur le Catch à Cast, on va quand même, malgré tout, toutes les galères, vous parler effectivement de l'actu de la semaine et quelques écoulées, du catch, et histoire que je puisse vous faire un vague habillage décent, parce que vous le remarquerez, cette fois-ci il n'y a pas de vidéo, je vous la fais simple, donc petit souci technique en termes de cam, qu'il faudra que je règle dans un avenir proche pour les streams, mais voilà, on va rajouter des petits avatars pour habiller tout ça. Et le temps que je fasse ça, je vais laisser la parole effectivement à Jérôme qui va s'en donner à cœur joie pour nous parler de la Stardom par laquelle on va commencer parce que là, Eh ben oui! il devient fidèle au point même de songer, nous n'en dirons pas plus, teasing, mais à des trucs réguliers quoi. Mais Ah ouais. laissons planer le succès et la joie du doute. Alors Jérôme, bah, je te laisse effectivement nous en dire un petit peu plus sur la Stardom sur cette semaine. Deux événements principaux, si je ne m'abuse, Alors oui, au moins deux événements au moins. principaux. Mais en fait, il faut savoir que, et bon, ça c'est, Mehdi me faisait remarquer qu'en effet, la New Japan fait un peu pareil. En une semaine, tu as trois shows à la Stardom. Donc entre la dernière fois où je vous ai parlé du match de Natsuko Tora contre Tam Nakano pour la demi-finale pour le tournoi de la ceinture blanche, il s'est passé une seule semaine et il s'est passé trois shows, mine de rien quand même. Et donc dans ces trois shows, alors bon, c'est des shows d'été, hein, donc il s'agissait vraiment de remettre un peu le pied à l'étrier à tout le monde. En fait, il y a une histoire, enfin pas une histoire, mais une sorte de... Alors on ne sait pas si c'est kayfabe, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais donc vous savez que Rio, donc Liho, la première championne féminine AEW, qui à la base est une catcheuse de la Gato Move officiellement, hein, puisque son Twitter c'est Rio underscore Gato Move. Mais non, Euh, c'est pour dire qu'elle fait des attaques de chat, n'importe quoi, t'as rien compris. mais C'est n'importe. une loup Ah, de mais c'est chat et ça. tout, ouais, voilà, c'est Mais ça. oui, c'est parce qu'en fait elle fait la mignonne avec ses petites mains. Bah ouais. Parce que oui, alors je reviendrai sur Rio aussi. Enfin, tout ça pour dire que Rio, en fait, est en ce moment pas baladée, mais elle fait des tags avec pas mal d'autres catcheuses. Parce que c'est la seule catcheuse actuellement à la Stardom qui n'a pas de faction. Et quand vous savez à quel point les factions sont importantes à la Stardom, c'est très étonnant. Et on voit un peu qu'elle fait beaucoup de tags avec les Stars, donc avec la faction de Mayu, de Ouais, Starlight Kid ouais. et de Tam, donc avec les Babyface. Mais par ailleurs, on la voit aussi pas mal avec la faction des Twinners, avec Queen's Quest. Et on se demande quels sont les plans de la Stardom pour Rio, d'autant plus que le grand tournoi de l'été et de l'automne, donc le Five Star Grand Prix a été annoncé, et Rio n'est dans aucune des poules. C'est Il y honteux. a deux, il y a, tu sais, donc c'est un tournoi exactement comme à la New Japan, hein, donc le Five Star Grand Prix, et elle n'est dans aucune des poules. Donc, alors qu'on se demandait si elle allait rester de manière régulière à la Stardom, moi j'en suis vraiment à me dire, mais en fait, elle a pigé là le temps de l'été, le temps de se remettre. Enfin bon, je pense qu'on en saura plus à la fin de l'été et à la fin du tournoi, donc du Five Star Grand Prix. Elle prend la Bref, température, hein. C'est tous, l'été, c'est normal. oui. Donc tout ça pour vous parler de quoi? Alors le premier match dont je voudrais vous parler, parce qu'en fait il s'est passé plein de choses. Il y a plein de titres qui ont changé. Et quand je dis plein, c'est au moins trois, ça fait quand même beaucoup. Et surtout, en fait, il y a eu la première défense de titre de Mayu, donc Mayu Iwatani, donc On, championne Red Belt, Wonder of, non, c'est la World of Stardom, donc c'est les on est championnes du bien sur monde. Exploding Summer, hein. Excuse-moi de te couper, Jérôme. Alors là, on est passé à Summer in Nagoya. Ah, on est à Summer in Nagoya. Bah, je vais essayer de trouver un visuel qui va bien, parce que là j'ai que Voilà. du Exploding Summer en boutique pour l'instant. Ok.
Ouais, donc c'est pas grave. Donc c'est Explode in Nagoya. Non, c'est Summer in Nagoya. Alors, les noms, bon sang, mais les noms à la Stardom, mais c'est toujours aussi marrant. Hein. Salut Kamen Rider Freud. Hein. Ah, bien, salut Kamen Rider Freud. Donc, cette journée-là, en fait, avait comme particularité, en fait, donc d'avoir une défense. Et en fait, Mayu n'aime pas trop les défenses parce que c'est toujours un mauvais souvenir pour elle, parce que la première fois qu'elle s'est blessée gravement, c'était au cours d'une défense. Donc, elle a toujours ce petit pincement au cœur. Mais là, en fait, elle défendait son titre contre Jungle Kiona, qui est de Nagoya. Donc, en fait, c'était vraiment la fierté des nôtres. C'est ça, voilà. Elle était vraiment devant son public. Et alors, le match en lui-même, hein, c'est très simple. On a vu un match solide, on a vu un match incroyablement solide, parce que Jungle Kiona est une très grande catcheuse et Mayu Iwatani et c'est peut-être bien female John Cena. Hein. On va enfin finir par la voir. Contrairement à Bayley, qui ne convainc pas. Voilà. C'est vraiment. Alors, il y a déjà une bonne alchimie entre les deux, parce que des fois, bon, vous savez aussi bien que moi que des fois vous avez des très bons catcheurs, et quand vous les mettez ensemble, ça rend pas forcément toujours quelque chose d'intéressant. Très important hein, pour les gens qui sont pas fans de catch et qui un jour tombent sur un match se disent mais c'est de la merde. Non, l'alchimie des catcheurs c'est essentiel. Et tous les grands matchs, je dirais, il y a deux cas de figure. Soit vous allez vraiment avoir un état de grâce et deux catcheurs quand même plus que confirmés pour que ça marche sans qu'ils se connaissent plus que ça. Ou alors vous allez avoir des catcheurs qui se connaissent bien. Et si vous creusez un minimum, tous les plus grands matchs de catch, quelles que soient les fédérations masculines, féminines, ce que vous voulez, viennent de gens qui catchent depuis très longtemps ensemble. Hein. On a pour les plus jeunes la faction anglaise qui est arrivée par NXT UK, puis dans NXT avec les Mountain Mustache, ce cher Pete Dunne, etc., etc. Enfin voilà, j'en passe. Excuse-moi pour la petite précision, Jean. Oui, donc donc très très belle alchimie in ring entre les deux. Jungle Kiona, donc en fait, qui lance le défi physique, hein, parce que Jungle Kiona est du type powerhouse et c'est une grande catcheuse costaud. Donc c'est vraiment, elle lance le défi physique. Elle essaye d'attaquer Mayu, qui, rappelons-le, est toujours une brindille, même si elle a fait beaucoup muscler ces derniers temps. Évidemment, Mayu a ce site particulier qu'elle peut répondre à tous les challenges. Elle peut répondre à absolument tous les challenges. Et même face aux défis physiques violents que Jungle Kiona lui a répondu, elle a su évidemment rester toujours elle-même pour finir le match en beauté. Alors, comme toujours à la Stardom, en fait, ce qui est très marrant, c'est quand vous regardez les promos de Stardom. Alors, le truc, c'est que, alors, premier truc très rigolo, les micros sont toujours des micros filaires à la Stardom. On ne donne jamais aux catcheurs des micros, je ne sais pas pourquoi, sans fil. À l'ancienne. Donc, il y a toujours des blagues avec les micros au début. Donc là, évidemment, Mayu prend le micro, dit qu'elle est très contente d'avoir pu défendre, qu'elle est triste pour Nagoya, mais quand même, il fallait qu'elle réponde. Et elle conclut en disant, si j'ai pu faire le match que j'ai fait, c'est parce qu'une catcheuse comme Jungle Kiona me pousse dans mes limites et me fait être vraiment gigantesque. Wow. Et Jungle Kiona, en pleurs, remerciait Mayu pour le magnifique match qu'elle lui a offert. Donc en fait, c'est ça, à la Stardom, c'est toujours tout le monde. Alors, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais en fait, vous avez très peu de vrais heels qui se crachent à la gueule ou qui veulent pas répondre ou qui sont vraiment dans l'insulte. Ça, c'est plutôt du côté de Oedo Tai qu'il faut aller chercher ça. Et donc, pareil, un match sérieux, un vrai match de Stardom. Hein. Voilà, mais guère plus. Hein. Donc, en fait, je pense que l'idée, c'était vraiment de remettre Mayu un peu sur les rails. Et puis, ils ont dit, il y a un match à Nagoya, on va mettre Jungle Kiona là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour boucler sur Summer in Nagoya. Très bien. Après ça, on a eu là, voilà, donc il faut savoir que, donc je l'ai déjà dit 2 fois, mais je le redis parce que le temps que tout le monde imprime bien, ce qu'on peut considérer comme les gros PPV de la Stardom. Pay-per-view.
Ouais, voilà, les pay-per-view, ce sont dans les faits, tout est PPV parce que C'est vrai. vous payez et vous avez accès Ouais. à Stardom World. Mais là, la spécificité, c'est que en fait, les shows vraiment importants, ce sont les shows qui se passent au Korakuen Hall à Tokyo. Donc, on a eu un show Cinderella Summer in Tokyo, donc au Korakuen Hall. Le Korakuen Hall, il faudrait qu'on fasse un truc un jour parce que c'est vraiment une salle mythique du catch japonais, mais comme d'autres, hein, comme le Shinkiba First Ring ou des choses comme ça. Donc, vraiment des salles qui voient passer des dizaines de fédérations, des centaines de matchs. C'est pas des grandes salles, mais c'est des salles qui font que tu sais qu'elles ont vraiment été pensées, je pense, pour le catch. Ouais. Et donc, lors de ce formidable... alors là, pour le coup, le show entier était absolument remarquable. Encore une fois, Euh, décidément. ah oui, ouais, là, en fait, le truc, c'est que c'est des petits shows. Hein. Tu sais, souvent, c'est moins de 2 heures, un show de la Stardom. Ouais. Et donc, c'est vraiment très ramassé. Et il y a rarement des trucs vraiment à jeter, quoi. Depuis que ça a repris au mois de juin, il y a 3-4 matchs qui sont vraiment en dessous. Et après, pour tout le reste, très honnêtement et en toute objectivité, hein, je donnerais pas un demi-match de Stardom pour des matchs pour le titre de la WWE en ce moment où il n'y a pas Asuka dedans. Hein. Clairement. Hein. Et sachant qu'en plus Asuka n'est plus championne, voilà. Et que bientôt il n'y aura plus Kairi Sen, donc comme ça c'est réglé. Et que Kairi Sane est parti, Kairi Ojome est toujours dans nos cœurs. Donc là, en fait, il y avait 3 matchs importants puisque c'était enfin 3 matchs pour le titre. Alors, il y a un titre un des titres principaux, mine de rien, de la Stardom, mais qui n'existe qu'à la Stardom, c'est le titre High Speed. Le titre High Speed, si vous voulez, c'est le titre... c'est un peu le cruiserweight de la Stardom, mais sachant que la catcheuse moyenne de la Stardom fait 1m60 et pèse 50 kg, je vous laisse imaginer un peu la... Donc voilà, donc là c'était vraiment les petites. Mais dans les petites, il y a Liho, qui était championne en titre donc de High Speed, et qui affrontait les 2 principales catcheuses de la High Speed Division, qui sont Azumi et Starlight Kid. Starlight Kid, dont je vous ai déjà parlé la première fois que je vous ai parlé de la Stardom, un peu celle qui m'a fait entrer dans le monde de la Stardom. Et donc, en fait, ce sont... alors, c'est plus des bébés catcheuses, puisque maintenant, elles ont 18 ans toutes les deux. Mais elles ont commencé comme bébés catcheuses. Hein. Elles ont commencé à catcher toutes les deux il y a 3 ou 4 ans. Donc, elles ont 17-18 ans. Je vous laisse faire le calcul. Elles ont commencé très, très jeunes. Et la spécificité, en fait, de la high speed, c'est que, alors, c'est des matchs très courts. Et ça ressemble, alors, grosso modo, à un festival de spots sur une dizaine de minutes. C'est-à-dire que tout est vraiment fait pour être spectaculaire. Donc il y a beaucoup de contres, beaucoup d'acrobaties. Ça vole très très vite au bout de quelques minutes. Alors c'est pas des matchs de la CMLL. Hein. Pour les esthètes et les artistes, la CMLL, c'est cette fédération, de la lucha seconde libre, grosse fédération de lucha libre. Avec la AAA. Avec la AAA, en fait, fédération où la plupart du temps, même pour les openers, au bout de la 2e minute, ça fait déjà du topé suicide au début du haut de la 3e corde. Hein. Donc c'est très très acrobatique pour vous le dire. C'est très en moins acrobatique. Il y a pas une seule seconde de perdu. Et en fait, dans ce match-là, il y avait plusieurs enjeux. Donc il y avait Liho qui défendait son titre. Et puis surtout, il y a une rivalité infinie entre Azumi et Starlight Kid et leur chimie in-ring est formidable parce qu'en fait elles n'ont fait que s'affronter depuis le début pratiquement. Donc depuis qu'elles ont commencé, elles se sont affrontées 1000 fois. Et donc en fait très rapidement on a vu comment le match allait tourner et donc le but c'était de se débarrasser assez rapidement. Alors c'était un three-way, hein. Donc on voit beaucoup d'attaques 2 contre 1 ou des choses comme ça. Et en fait le fond de l'affaire a vraiment été de se débarrasser rapidement de Liho au bout de... Alors le match dure 8 minutes, hein. Mais au bout de 3-4 minutes, grosso modo, pour dire que finalement, s'il doit se passer quelque chose, c'est entre Azumi et Starlight Kid.
Et Azumi remporte le match, évidemment, avec sa prise de son finisher, sa prise de soumission, qui s'appelle le Azumi Sushi. Oui, il faut pas se moquer, mais c'est plutôt efficace. Et en fait, on sentait quand même que c'était pour Azumi cette fois-là, parce que en fait, il s'avère que Azumi a changé de tenue pour ce combat-là. Elle a changé de couleur de cheveux et elle luttait avec des lentilles. Donc elle avait vraiment changé de look. C'est un truc qui arrive assez souvent à la Stardom, c'est les changements de look. Ok. Mais des changements Je ne voyais pas ça si fréquent que ça, quoi. Ah oui, si, bah tu vois, entre la Hana Kimura qui a remporté le 5-Star Grand Prix et la Hana Kimura des derniers mois, c'était déjà plus le même look, tu vois. Je pensais que c'était vraiment une exception, tu vois, typiquement. Non, bah non. Et même Mayu, parfois, quand elle défend les titres, parfois elle sort sa tenue rouge. D'accord. Plutôt que de combattre avec son habituelle tenue bleue et ses 3 queues de chat. Ok. Donc voilà, Donc, victoire d'Ayumi. Juste pour terminer sur la tenue d'Azumi, ouais. En fait, la tenue d'Azumi a exactement les couleurs, et ça m'a trop frappé à la fin du match, de l'Eva 01. Non, t'es sérieux? Je suis tout à fait sérieux. Trop bien. Alors, c'est peut-être que je suis complètement déformé par Evangelion, mais ça, c'est une possibilité très importante. Mais elle a une tenue qui est violette, verte et noire. Et ça, c'était... Alors, attends, il faut que j'aille vérifier et illustrer ça. C'était au Cinderella ou c'était au... Ça, c'était au Cinderella in Tokyo. C'était au Cinderella Summer in Tokyo, ouais. D'accord. Alors, on va aller chercher ça. Je te laisse continuer, mais on va aller chercher ça. Oui, et donc voilà, c'était impressionnant. Deuxième match pour un titre, c'était le titre tag, donc c'est le Goddess of Stardom, qui était détenu depuis quelques semaines par Vacan. Vous savez, Vacan, donc le plus grand champion de tout le catch de tous les temps. En fait, il s'avère que le titre était détenu à l'époque par Jamie Hayter et Bea Priestley. Donc deux lutteuses anglaises, et vous connaissez bien Bea Priestley pour la simple et bonne raison qu'elle est super douée et qu'elle est extraordinaire. Qu'elle est extraordinaire et qu'elle pige malheureusement pour le moment à la AEW. Et je le vis personnellement très mal. Donc, Jamie Hayter et elle avaient ce titre qu'elles ont malheureusement dû rendre parce qu'elles sont toutes les deux coincées en Angleterre et n'ont pas pu le défendre. Et donc, du coup, il y avait un match qui était organisé où Tokyo Cyber Squad, donc Jungle Kiona et Konami, qui ont déjà eu ce titre-là, affrontaient les petites nouvelles de Queen's Quest, à savoir Saya Kamitani et Utami Hayashishita. Et Jungle Kiona et Konami sont partis sur leur base habituelle en se disant nous on est des vieilles de la vieille et pour le tag team donc on va y aller mollo, on va reprendre le titre et comme ça on va passer à autre chose. Et en fait il s'avère qu'en fait Saya Kamitani, donc l'autre surnom est Tall Saya parce que rappelez-vous, il y a deux Saya à la Stardom. Il y a Saya Kamitani qui est Tall Saya et il y a Little Giant qui est Saya Ida, qui est donc elle chez Stars et qui est une toute petite lutteuse. Et donc en fait, il s'avère que le match a tourné à l'avantage de Saya Kamitani et de Utami Hayashishita parce qu'on sent bien, en fait, quand Utami Hayashishita est arrivé à la Stardom, on s'est dit qu'elle allait avoir le push du siècle. Ouais. Alors non, le push du siècle est arrivé un tout petit peu plus tard et c'est Julia qui l'a récupéré. Complètement. Mais on sent bien que ça mise beaucoup sur ces deux catcheuses. D'ailleurs, Saya Kamitani aussi a changé de tenue. Elle avait une tenue qui ressemblait beaucoup aux tenues de la Tokyo Joshi Pro Wrestling, donc la division féminine de la DDT, donc c'est-à-dire très colorée, des trucs très flonflons, et là elle a quelque chose d'un peu plus sérieux, je dirais, mais elle a conservé son code couleur, hein. C'est une catcheuse qui catche en vert, donc on voit bien qu'elle a une tenue verte. Et pareil, match sérieux de deux catcheuses, à mon avis, qui sont l'avenir de la Stardom. Et elles le disent beaucoup qu'elles sont l'avenir de la fédération. Et qui prennent ce titre dans un match tout à fait acceptable et tout à fait recommandable, en effet.
Alors peut-être que le high speed pour le moment est plus intéressant à regarder, mais ça c'était un match sérieux. D'accord. Et enfin, le push du siècle a enfin atteint son apogée. On est arrivé au bout du push du siècle, puisque suite au match dont je vous avais parlé la semaine dernière, Julia contre Konami et Oui. Natsuko Tora contre Tam Nakano, on s'est retrouvé avec la finale pour la ceinture blanche, donc pour la Wonder of Stardom que Arisa Hoshiki avait dû rendre du fait de ses blessures, avec le tant attendu, le sommet de cette rivalité qui avait débordé sur les réseaux sociaux, qui avait débordé pendant les shootings, qui avait débordé à peu près partout, entre Julia et Tam Nakano. Et le match était... alors, si je vous dis encore phénoménal, vous allez me dire, ça suffit, tu dis tout le temps la même chose. Ah, Jérôme, tu dis tout le temps la même chose. C'était... En fait, le match était très bien écrit. Le match était très bien écrit, les catcheuses étaient tout à fait dans leur rôle. Et ça a été vraiment une montée par palier maîtrisée. Voilà, c'est un match avec deux excellentes catcheuses, maîtrisées, vraiment maîtrisées. La prestation des catcheuses a été absolument nickel. Le rythme du combat, alors c'était un match un peu long, pratiquement une demi-heure. C'est un truc qui n'arrive quasiment jamais à la Stardom. Mais c'était vraiment, psychologiquement, on a bien senti comment ça tournait. En fait, quand le match a commencé, alors toutes les deux avaient, alors pas des nouvelles tenues, puisque Julia a une nouvelle tenue depuis quelques semaines déjà, mais un espèce de grand manteau. Je ne sais pas si vous voyez les manteaux mongols, des espèces d'énormes manteaux avec des épaules, avec des espèces d'épaulettes. Ouais. Donc Julia a un manteau mongol argenté avec des têtes de vautours sur les épaules, absolument. Elle est en train de voler la gimmick d'aigle blanc de la PC dont on parlait tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc voilà, elle a bien mis son temps pour monter sur scène. Ouais. Et Tam, comme contre Natsuko Tora, a débarqué avec sa lance et une nouvelle tenue. Oui, décidément, c'était la Fashionista Week. C'est ça, ouais. Il y avait un peu le côté Fashion Week. Ouais. Donc c'était vraiment, voilà. Donc et en fait, il s'est passé un truc, alors qui a l'air très contre-intuitif pour du catch. Pendant les deux bonnes premières minutes du match, les catcheuses n'ont pas bougé. Ah ouais. Elles ont laissé. Tu sentais que c'était vraiment chaque millimètre, chaque pas, chaque truc allait être scruté. Et en fait, du coup, comme en plus avec les actions et l'hygiène, faut pas crier, faut machin. En fait, il y a eu pratiquement 2 minutes de total silence. Où franchement, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est d'être à ce point désemparé qui fait que quand ça a commencé un peu à s'attraper, c'est tout de suite monté dans les tours. Et en fait, la stratégie a été plutôt simple. Hein. C'est que Tam Nakano s'est aperçu que Julia avait une jambe qui était strappée. Et donc, du coup, elle a fait ce que fait tout catcheur qui est malin, je dirais. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans ce match-là, le heel, c'était plutôt Tam. Et donc, elle a tapé dans la jambe de Julia. Elle a tapé sur la table, comme dirait René. C'est ça, ouais. Et puis, elle a essayé de retourner la table pour, à tel point que Julia a essayé plusieurs fois de lui porter son finisher. Mais qui s'appelle donc le Sublime Driver, mais malheureusement, en fait, elle n'arrivait pas à la porter tellement sa jambe lui faisait mal. C'était incroyablement bien vendu. Et Julia, elle, de son côté, s'est retournée sur un bras de Tam Nakano. Et donc, en fait, voilà, donc, sur la fin du match, c'était une énorme intensité. Les catcheuses étaient vraiment en nage. Hein. En plus, vous voyez, c'est des catcheuses qui arrivent, elles sont... je dirais très
très apprêtées, elles sont maquillées. Enfin, au catch, tout le monde est maquillé, hein, les catcheurs masculins, les catcheurs féminins, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais là, en fait, au bout de 28 minutes de match, je peux vous dire que tout le monde avait perdu de sa superbe. Et en fait, ça s'est terminé de façon, alors un peu étrange, alors, parce que en fait, Julia a porté un armbar sur Tam, mais ce armbar a priori est arrivé à un moment où les deux catcheuses étaient vraiment épuisées. Il y a eu plusieurs, vous savez, des décomptes quand les deux catcheuses sont par terre et que l'arbitre compte pour voir quel est le premier qui va se relever. Si le match peut continuer, il y a eu plusieurs décomptes comme ça. Et juste après un décompte comme ça, Julia a placé un armbar à Tam qui, en fait, est tombé dans les vapes. Et donc, bon, il y a plein de gens qui se sont dit, mais on peut pas tomber dans les pommes avec un armbar. C'est curieux. Posons-nous la question suivante. Il y a bien des douleurs qui font mal au point. Non mais là-dessus on est d'accord, hein. Si on y va au niveau anatomique, il n'y a aucun souci, je te suis complètement. Mais vu l'évolution du match tel que tu la racontes, c'est curieux. C'est étonnant, mais tu vois, enfin, à ce moment-là de l'histoire, l'idée c'était vraiment, elles sont toutes les deux sur la réserve d'essence. Et c'est la dernière qui va réussir à faire une petite accélération qui va finir le match. Et en fait, ça finit en fait sur. C'est même pas Tam n'a même plus la force en fait de taper pour dire qu'elle se soumet. En fait, c'est l'arbitre qui arrête le match. Ouais. L'arbitre arrête le match. C'est très étonnant. Ça a été assez mal vécu par certains fans. J'ai pu voir passer sur Internet. Mais néanmoins, vu l'intensité du match, et puis, je dirais, vu l'ensemble de ce qui se passe autour de Julia, c'est pas étonnant. Et je pense que Julia, en mode défense de titre, va encore nous permettre de voir des choses intéressantes. Et la discussion de fin, donc la promo de fin, a donné lieu à un dialogue assez intéressant avec Julia qui disait voilà, maintenant j'ai ma ceinture. Et elle disait par contre, accrochez-vous, chez Donna Del Mondo, donc sa faction, on va tout récupérer. Ouais. Donna Del Mondo, donc 4 catcheuses, 5 ceintures. Ça va. Puisqu'elles ont la ceinture des trios, donc ça rend bien sur PowerPoint, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu regardes les objectifs de fin d'année, elles ont bien rempli le truc. Donc, elles ont la ceinture des trios. Donc, avec Julia, Maika et Syuri. Elles ont la ceinture Future of Stardom, donc c'est le meilleur rookie pour le moment. Et donc, c'est Maika qui a cette ceinture-là. La ceinture blanche de Julia. Et dans ce même show, Syuri est venue défier alors Syuri qui est une catcheuse de Donna Del Mondo qui est aussi une catcheuse du Makai. Donc le Makai, c'est cette fédération de catch historique. Comment est-ce que tu décrirais le Makai, c'est difficile, mais on vous renvoie plutôt sur l'émission effectivement autour du catch japonais où j'avais la chance d'avoir à mes côtés Raphaël et Laure qui avaient parlé en long, en large et en travers de la chose. Mais oui, c'est une sacrée institution, on peut dire. Ce serait pas trop de dire ça. Ouais. Donc voilà, oui, parce qu'en fait, il faut savoir que chez Donna Del Mondo, en fait, pour faire une faction à Julia, il lui avait carrément attrapé des freelances. Il y en a 2 qui ont signé, donc Himeka et Maika ont signé. Syuri n'a pas encore signé, mais je pense qu'elle est encore sous contrat au moins avec le Makai. Et donc Syuri va affronter Mayu au mois d'août, le 8 août, pour la ceinture rouge. Donc c'est vraiment énorme. Push derrière Donna Del Mondo est incroyable. Ah oui, ça n'arrête pas. De toute façon, depuis que tu es revenu en régulière sur les lives, c'est que ça que tu nous annonces. Hein, donc, j'aurais presque envie de dire roule sur le monde. Ouais, j'aurais presque envie de dire que tu as des billets dans l'affaire. C'est curieux. Alors, moi, en fait, quand Julia est arrivée, j'étais pas très chaud. Mais bref. Donc tout ça pour dire que Julia a dit quand même que Tam, même sans la ceinture, elle sentait que c'était une adversaire intéressante. Et Tam lui a dit jusqu'au bout de l'univers,
j'irai te chasser pour récupérer cette ceinture parce que j'ai promis à Arisa Hoshiki que j'aurais cette ceinture. Elle a un bracelet de l'époque où elle catchait en tag avec Arisa Hoshiki. Et en fait, il s'est passé un truc génial. C'est que Julia a dit à Tam, mais Tam, même sans ceinture, est une grande catcheuse. Wow. Ça a été traduit sur We Are Stardom par Naked Tam is interesting. Tam toute nue est intéressante. Nani? Ouais. Pour rester dans le japonais, d'accord. Ils ont voilà, donc il y a eu. Je pense que Google Translate marchait pas très bien sur là. Ah mais, enfin je sais pas, moi franchement s'ils veulent, moi je suis prêt à offrir mes services pour leur écrire tous leurs trucs en bon anglais. On va rester sur ce broken English assez savoureux et on va rester par contre au Japon avec la NJPW. On va avoir un petit récap un peu express que pour vous dire franchement c'est un petit peu posé en ce moment, c'est les vacances on va dire à la NJPW. Bon évidemment je plaisante un petit peu parce que alors que je vous mets l'avatar de ce cher Félix parce qu'il va être là d'une certaine manière toujours dans nos cœurs, toujours dans nos cœurs et même plus que ça parce qu'il nous a laissé des petites notes, c'est-à-dire que même quand il est pas là il trouve le moyen et on le remercie de nous donner effectivement son opinion sur le bousin et zoup. Voilà le petit switch qui va bien du côté de la NJPW. Alors, qu'est-ce que nous dit effectivement ce cher Félix? Bah, il nous dit, et je vais revenir avec lui, alors donc je vais déjà reprendre les résultats pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Alors, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de choses supranotables ces derniers jours. J'ai relevé le Sengoku Lord in Nagoya donc du 25 juillet ainsi que le Summer Struggle dont je vais parler en diagonale pour un petit résultat mais sur lequel je vais pas m'appesantir. Alors on va commencer par peut-être un peu en dur le Sengoku Lord in Nagoya 2020. On retient surtout effectivement un single match. Alors je le cite très brièvement parce que je comprends pas d'où il arrive, je ne comprends pas pourquoi il existe et en fait peu importe. C'est Kazuchika Okada qui sans grande surprise a vaincu Yujichiro Takahashi, ce fameux catcheur qui est tellement excusez-moi pour lui et pour sa famille, mais tellement useless qu'il a rajouté un S à son Tokyo Pimp pour faire Tokyo Pimps, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais voilà, un match vraiment très très quelconque. Avant même d'aller voir les résultats, les moyennes pondérées sur les internets, qui confirme un peu la chose. Voilà, je sais pas. Alors ça c'est vraiment ce que je disais la semaine dernière. Hein. C'est incompréhensible parce que la New Japan, c'est le catch, le catch athlétique, c'est vraiment les guerriers, les mecs qui travaillent les plus forts au dojo qui sont récompensés. Et là, le mec a quand même dit, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, je pense que je ne pourrais pas monter au niveau de Okada, mais je vais essayer de la baisser à mon niveau. Mais quel est cet intérêt? Je sais pas, c'est comme si Santino, c'est comme si Santino Marella revenait pour dire AJ Styles, je sais que je vais pas te casser la gueule, mais je vais quand même t'emmerder, tu vois quoi. Attention, hein. Attention. Alors, je sais pas. Alors, on exagère peut-être par rapport à ça. Non. Mais enfin, on le déteste tous, donc c'est un peu trop facile aussi. Mais enfin, je sais pas. Je ne sais pas ce qui vient dans la tête de Gedo, enfin de tous les gens qui bookent à la New Japan à ce moment-là de l'histoire, pour se dire tiens, on va mettre notre top catcher contre un mec qui sert à rien. Mais je le déteste pas, hein, moi Takahashi, c'est simplement que qui entre guillemets qui reste à sa place, tu vois. J'ai beau détester Yoshihashi, Yoshihashi, il reste à sa place et je m'en remercie pour ça. Il y a des fois il y a des petites fulgurances complètement inutiles, mais c'est pour que le mec continue quand même un peu d'exister, comme quand il a battu Sho pendant la New Japan Cup. Mais sinon le gars c'est resté à sa place, il fait des matchs de très grande seconde zone et jusqu'à ce qu'il atteigne
sa retraite, et puis voilà, on n'en parle plus. Sauf si un jour il me convainc et qu'il arrive à avoir un revival de... Mais je sais pas, le mec, il est tellement... Jusqu'à ses t-shirts sont pétés, donc voilà. Ah oui, et rappelons, est-ce qu'on parle de Peter? De Peter? De Peter, oui, de Tokyo Latina. Ah, non. Non, Ok. on a le titre Never ouvert, donc Open Weight Never, entre Shingo Takagi qui vient battre El Desperado. Donc voilà, honnêtement, pas de grande surprise, pas de grande... Je pense que ça a pas fait vibrer les gens. Le match est pas dégueu, mais voilà, c'était pas un truc... Takagi, quand même, je trouve qu'en ce moment, il prend une certaine ampleur. Ah, mais il a toujours eu. Ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'en À ce tes moment, yeux, il tu est veux quand dire. même... J'ai vraiment l'impression que il est... Alors par contre, j'ai un peu peur parce que j'ai peur qu'il nous fasse une Goto de l'époque où tout le monde pensait que Goto allait exploser et en fait, ça a été la machine à perdre. Est-ce que tu te souviens de cette période-là où Goto était ultra poussé et que Goto n'a jamais rien gagné? Oui, après Goto, c'est vrai que le mec a toute une histoire, dont notamment, entre autres choses, alors je saurais pas tout le listing et le palmarès, mais une victoire à un J1 Climax quand même, voire même quand même, plusieurs, je sais plus. Mais ça m'a jamais plus choqué que ça en fait, cette espèce de montée de Goto, puis redescente, mais bon, bref. Je sais pas, toi, qu'est-ce là qui te j'ai l'impression que perturbe? Takagi, il est quand même... Ah, ce serait Takagi, du en même fait, ordre? en fait, je pense que ce match-là de Takagi, c'est le match où je me dis, là, en fait, il est installé. Et donc, à partir de là, ils vont commencer. Et je suis à deux doigts de me dire que c'est lui qui va gagner le J1 Clay. Takagi? Ouais. Ouais. Bon, j'y crois toujours plus. J'y crois toujours plus que Sanada, mais comme nous le dit Félix depuis longtemps, mais ouais. Ce qui nous amène, donc vous l'avez vu s'afficher, tandis que je laissais Jérôme, et c'est pas si déconnant que ça, maintenant que j'y repense, faire son pronostic pour le J1. Le match, j'ai envie de dire, relativement correct, intéressant, même s'il était à mes yeux loin d'être foufou. Je sais pas si tu l'as vu, Jérôme. Hiromu, donc contre Evil du Darkness Club, à présent pour le titre, double titre IWGP, titre poids lourd et titre intercontinental, que détient toujours Evil. Alors honnêtement, moi, je dirais que le match était plaisant. Plaisant pour un main event d'un event pas fou, quoi. C'est un truc de l'été, c'est sympa déjà d'avoir un truc de ce niveau-là. Et surtout plaisant parce que j'ai trouvé beaucoup moins calamiteux que la victoire d'Evil, la première victoire d'Evil face à Hiromu. Exactement. Voilà. On est seulement à 34 minutes de match. Et c'est plus fluide, c'est un peu plus sympa, même si Evil ne me convainc toujours pas. Et cette espèce de délire d'enchaînement de low blow, je lui laisse le temps parce que c'est toujours un mec comme Félix pour qui j'ai eu beaucoup de sympathie. Je laisse le temps, c'est le genre de personnage, il faut que ça s'installe dans la durée. En fait, je pense que c'est ça, c'est que en fait, la New Japan, ils sont pas très très bons avec les... Enfin, pour ce que j'en sais, hein, avec les vrais heals. Tu vois, Okada, ça n'a jamais vraiment été un heal. Tanahashi, bon, bref. Pour les mecs, il y a Switchblade, mais il est pas là. Ouais, mais bon, parlons de... Et c'est pas un japonais. Du titre de Switchblade. Et c'est pas un japonais, ouais. Donc voilà, je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de découvrir comment est-ce qu'on book un heal? C'est une possibilité. C'est fort probable. Hein. Moi, alors, toi comme moi, vu qu'on s'est remis vraiment très activement au catch, entre guillemets, seulement il y a quelques années, c'est aussi... moi, j'ai pas encore fait ma remontée suffisamment décente. Je me fais régulièrement des petits récaps des années passées, etc., pour vraiment revoir toute l'évolution, effectivement, de la NJPW dès que j'ai un peu de temps, mais c'est très chronophage déjà de suivre l'actu. Oui. Voilà. mais le souci, c'est que peut-être qu'il y a peut-être un passif de construction de heal bien plus fort à la NJPW qui nous dépasse. Peut-être, ouais. Il y a quand même... Après, c'est vrai que le Bullet Club, c'est un rassemblement derrière un mec fort.
Je sais pas, peut-être quand on est revenu, on était déjà habitué à ce que ces mecs forts soient des gars qui avaient ou étaient en train d'effectuer leur transition vers la WWE, donc ça nous impactait pas autant. AJ Styles était déjà reparti. Voilà, Nakamura arrivait. Voilà, Prince DeWitt avant, effectivement, voilà, etc., etc. Finn Balor, donc bon, je sais pas, mais en tout cas, bon, je demande à voir, Pour l'instant, je suis patient. C'est des choses qui s'installent, pourquoi pas, mais je sais pas. En fait, là où je ne lui en voulais pas auparavant dans ces matchs pour ne pas avoir des finishes et des coups classiques, peut-être pas flashy, mais qui impactent un petit peu, je me rends compte en fait que maintenant que tu le mets à un tel niveau, qui est quand même non pas un titre de champion, mais 2 titres de champion, voilà. Je sais pas, je me dis c'est light quoi. Un low blow et un croche-patte, bon. Bah, en tout cas, c'est mon opinion. Je vais justement vous lire celle de Félix, qu'on n'aura pas mis son avatar juste pour faire joli. Hein. C'est pas comme dans les sociétés japonaises où on met tous les anciens patrons. Hein. Il est là plus que par la pensée. Il nous parle d'un truc que j'ai laissé de côté volontairement parce que je vais le commenter avec toi, tu as dû voir passer. Il nous parle du KOPW aussi, qui est un nouveau titre, hein, en réalité une nouvelle coupe que veut introduire la NJPW. Par le biais d'Okada. Donc, alors, Félix est un peu perdu, en fait, par rapport à ce titre. Hein, donc, je le lis. Il me dit, il faudra avant tout donner sa chance au concept et pas au produit. Je vais pas lire la suite du mail pour ne pas offenser certaines communautés. Donc il me dit il faut laisser sa chance au concept que tout de même avant de juger pleinement l'idée. J'ai l'impression que la NJPW continue dans la mauvaise direction avec ce geste. Et donc il s'explique quand même parce que c'est un mec de l'explication, hein, Félix. Il nous dit que l'idée d'un tournoi rebooté, parce que donc le champion reste champion. C'est comme ça que ça a été expliqué dans une interview qui est disponible gratuitement, hein, d'ailleurs sur le NJPW World, qui est la plateforme officielle pour les matchs NJPW. Le champion reste champion jusqu'au prochain tournoi, après quelques défenses de titre, jusqu'à Wrestle Kingdom, si on a tous bien compris. Bon, moi aussi j'ai bien compris. On a juste rien compris. Voilà, on a un tournoi donc annuel avec un prix derrière. Et annuellement, donc il nous dit que l'idée d'un tournoi rebooté, ça l'a toujours intrigué et ça reste extrêmement rare dans le catch. L'idée des matchs de stipulation différentes, c'est très TNA et ça l'intéresse, mais pas en tout cas dans le contexte de la NJPW. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. C'est-à-dire que les matchs à concept, c'est des. En fait, vraiment, moi, j'ai besoin que le truc commence pour bien voir où il va en venir. Parce que là, c'est clair. Là, une seule chose est claire, c'est que c'est pas clair. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est filer. On va commencer par filer un titre à Okada. Bon, ça, c'est normal. Et après, il va le défendre. Non, mais en fait, j'ai rien compris, quoi. Mais le pire, je vais te dire un truc, c'est un peu. Bon, c'est très franco-français ce que je veux dire, mais quand j'ai entendu épreuve, tournoi duré pendant l'été, moi j'ai repensé à Interville, tu vois. Je me suis dit mais putain c'est quoi, il va y avoir un top à la vachette, et ça paraît super kitsch quoi dans la présentation du truc. Bon, je vais quand même un peu arrêter de faire mon troll et je redonne. Oui, vas-y, je t'en prie. Tu parles de kitsch, mais qu'est-ce que c'est que ce logo de merde? De quoi donc? Le Summer Struggle? Le Summer Struggle, là, qu'est-ce que c'est que ce logo? Bah écoute, moi il m'a pas plus dérangé que ça quoi. Sérieux, mais c'est quoi ce truc quoi? On dirait on dirait de la mauvaise, ils ont piqué tout ce qui était nul dans la mise dans la direction artistique de la WWE par exemple. Non mais on dirait des mauvais jeux d'arcade des années 90, tu vois quoi. Oh, t'es dur. Summer Struggle. T'es vraiment dur. Ah, ouais, mais c'est pas. Tu sors de Sengoku Lord, et puis Summer Struggle, quoi. Bah, après, il est vilain, la typo et la colo du Sengoku Lord. Hein, je suis désolé, hein, si on doit aller par là. Je vous mets quand même le
le logo, que vous puissiez juger sur place et voir si, Oui. si Jérôme Votez. est vraiment de mauvaise foi ou pas. Mais bon. Après, moi, tu sais, il me fait penser à quoi? Il fait vraiment penser au truc de l'été, genre, tu sais, les logos Aquarius, qui est C'est ça. cette boisson, effectivement, désaltérante, voilà, sportive. C'est Ça un fait peu un le... peu Barbie Girl aussi, je trouve. Aussi, c'est vrai. Mais j'aurais peut-être pas été aussi violent que toi. Mais c'est sûr que c'est pas fou, mais je pense qu'il joue là-dessus aussi, hein, clairement. Donc voilà pour ce petit tour. Je rajoute donc la dernière couche, non pas de Ripollin, mais de Félix Valentine, qui nous dit ceci. Là, il nous dit, j'ai l'impression, toujours avec ce fameux titre, hein, que la NJPW veut exacerber et donner une justification kéfeb à la démocratisation des shenanigans, comme nous le dit très souvent Michael. Oui. Intervention riche et bagarre constante qui perturbe les déroulements des matchs. Pour moi, cela ne peut pas régler le problème. De plus, ça risque de dénaturer l'univers diégétique de la NJPW, à savoir un environnement où le catch est traité de manière compétitive et élevé au rang de sport de haut niveau extrêmement réaliste. Donc à l'échelle du catch, hein, bien entendu, il y a une nuance. Et voilà, je crois qu'il a tout bien dit. Là, et énième titre, on va pas profiter du titre face. Ouais, voilà, donc voilà, il lâche aussi un autre troll, mais je lui laisserai en parler la prochaine fois parce que ça fait trop d'un coup et on va le faire passer pour un mec un peu trop salé. Alors en fait, je pense que je crois que la New Japan se dit quand même la DDT c'est bien. La DDT on s'en moque beaucoup, mais c'est quand même rigolo. Et nous aussi on veut un peu de DDT. J'ai exactement la même sensation. Avec des stipulations de merde. J'ai exactement la même sensation et je te remercie parce qu'en fait quand je parlais d'Interville tout à l'heure j'avais la DDT à l'esprit aussi et ma connerie t'a tellement fait rire, j'en suis heureux, mais elle m'a fait sortir de l'esprit la DDT. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, vraiment, les matchs aquatiques, ces genres de conneries, c'est vraiment... Là, par exemple, tu vois, le logo Summer Struggle, ils auraient fait un match aquatique, c'était complètement justifié. Nickel, ils auraient fait ça. Faudrait que je retrouve le nom du show entier de la DDT qui s'est passé dans un parc aquatique qui était phénoménal. Bah, on en parlait aussi d'ailleurs pendant le fameux épisode Laure et Raphaël au Japon qu'on vous invite à aller écouter. C'est même dispo sur le channel YouTube maintenant. Vous pouvez les trouver tous les podcasts, donc vous n'avez aucune excuse du genre mais non, mais j'écoute pas les podcasts sur Apple Podcasts, sur SoundCloud, c'est mal rangé et tout. Vous avez pas totalement tort, mais c'est pas de notre fait que ce soit mal rangé. Voilà. Et bah très bien. Voilà qui nous fait clore cette parenthèse japonaise.